Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, voilà, dernière vidéo depuis Los Angeles. J'embarque dans quelques pas longtemps. Je suis à l'aéroport et je viens de me faire emmerder par Air France. J'adore Air France. Air France, c'est la compagnie aérienne que j'utilise le plus. Hein. C'est mon côté cocorico, des fois, voilà. Et ça fait 13 ans que je viens ici. Je l'ai déjà dit, je me répète un peu, je radote, c'est l'âge. Donc là, à l'aller, j'ai un excédent de bagages. Forcément, mais pas de bagages en soute, que des bagages que je prends en cabine. Parce que je suis en économie, j'ai pas les moyens d'être en business. Ça m'est arrivé d'être en business avec les miles d'un ami que je ne citerai pas. Mais je le remercie pour ça, hein, parce que je sais qu'il regarde la vidéo. Tu me manques. Dans ces cas-là, ouais. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à l'aller, donc je me retrouve avec un excédent de bagages assez conséquent. J'ai le droit d'embarquer 10 kg de bagages avec moi en cabine. Et avec la réglementation sur tout ce qui est batterie, lithium et compagnie, si je prends toutes mes batteries et tous mes appareils électroniques avec moi, je suis arrivé avec un excédent de bagages assez... donc j'étais pas à 10, mais j'étais à 30, voire peut-être même 35. Et donc du coup à l'aller ils m'ont dit « Ah mais oui, mais pas de problème, vous êtes professionnel de l'audiovisuel, on va faire une autorisation spéciale, venez avec moi, je vais vous amener au contrôle sécurité, je vais vous laisser passer, ils vous diront rien, on comprend bien, en effet, avec les nouvelles normes sur les batteries, tout ça, puis tout cet équipement, on comprend bien, il n'y a pas de souci. » Donc là je me dis super cool, tu vois, super cool. Et au retour, même compagnie, hein, donc toujours Air France pour ne pas les citer, je me pointe au guichet, donc j'explique, je dis voilà, professionnel, audiovisuel, journaliste, photographe, j'ai du matériel avec moi, ça peut pas aller en soute, il y a des batteries, tout ça, tralali, tralala. Et là, la nana me regarde très froidement dans les yeux, elle me dit vous avez une autorisation spéciale? Je dis bah non, mais à l'aller on m'a pas demandé d'autorisation, on m'a même proposé, et ça fait des années que je fais comme ça. Je sais comment ça marche, surtout avec les histoires de batterie, les nouvelles législations, tout ça. Elle me dit « Ah, mais monsieur, s'il n'y a pas d'autorisation spéciale, si vous n'avez pas de carte de presse, si vous n'avez pas une carte professionnelle, c'est pas possible. » Et je dis « Je fais quoi? Je mets tous mes dizaines de milliers d'euros d'équipement à la poubelle et puis pour rentrer chez moi ?» Elle me dit non, on va vous enregistrer un bagage supplémentaire, vous allez vider les batteries, vous allez prendre un... Voilà, mais je ne peux pas vous laisser passer avec 30 kg de bagages en cabine, c'est pas possible. Donc j'essaie de négocier, je dis je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'aller, j'ai eu le droit, au retour j'ai pas le droit. C'est la même compagnie, c'est le même avion, dans un sens on a le droit, pas dans l'autre. C'est marqué où, qui détermine ces règles, enfin voilà, donc j'ai posé plein de questions. Et là, je suis vraiment tombé sur madame rien à foutre, madame je t'emmerde, madame, voilà, je remercie du fond du cœur. Je t'aime beaucoup madame. Voilà. Donc du coup ils m'ont enregistré un bagage en plus et ça m'a coûté 100 $ en plus. Voilà, ça c'est... bon, on va dire que je râle encore. Qui c'est qui va dire ça? Non mais enfin, en tous les cas ça vaut le coup, je pense que je vais faire une vidéo sur tout ce pataquès là des avions, parce que c'est de pire en pire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah mais t'as amené un drone aux États-Unis, mais je croyais que c'était interdit. » Méfiez-vous de ce qu'on vous raconte à droite et à gauche. À droite et à gauche, il y a une législation. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça vaut vraiment le coup d'y porter attention, surtout quand on voyage comme ça. Au-delà de cette introduction qui peut-être est un petit peu longue et qui n'a pas d'autre but que de vous informer sur les péripéties de mon voyage, son côté très agréable. Je vous invite à retrouver l'ami Frédéric Roland, qui est un pote. Voilà, ça fait des années qu'on se connaît, il a travaillé longtemps chez Apple. Et je l'ai rencontré chez Apple, il est passé chez Adobe il y a un bon bout de temps. Et il nous reçoit dans un espèce de meeting room un petit peu à part dans le salon. Voilà, c'est une interview que je vais laisser assez brute. Je trouve ça très intéressant, tout ce qu'il nous raconte. Adobe, c'est une société essentielle. Beaucoup utilisent les logiciels. Moi, je sais que j'utilise un peu moins Premiere maintenant, mais je l'utilise encore pas mal. J'utilise surtout, mon logiciel que j'utilise le plus maintenant, au final, c'est Lightroom, Photoshop, Premiere et un petit peu After Effects.
Mais ils ont vraiment un écosystème qui est vachement intéressant et je vais commencer à m'intéresser à Rush aussi. Pour tous ceux qui ont besoin de partager des petites vidéos sur les réseaux sociaux, d'aller vite, de préparer un truc qu'on va balancer en story sur Instagram voilà, je trouve que c'est un chouette outil, en tous les cas très intuitif, et avec l'utilisation du cloud qui va avec, c'est assez chouette. Et on retrouve donc directement Fred Roland en direct, non pas en direct, toujours pas. On retrouve Fred Roland depuis le NAB. Premier rendez-vous de la journée, toujours depuis le NAB 2019, je suis en compagnie de Fred Roland. On se connaît bien, Fred? Yes. Comment tu vas? Pas mal, un peu fatigué, mais ça va, on survit. On est bien ici. Donc tu m'accueilles là dans une petite room de presse, tout ça. Le salon exécutif Adobe, ouais, au NAB. C'est quand même classe, regardez. Les cloisons, les murs, c'est joliment décoré. Donc voilà, on a mis un peu de personnalisation, un peu de branding, mais voilà, on est ravis de t'accueillir. La dernière fois qu'on a fait une interview, c'était dehors, au milieu des caisses de matos, tu te rappelles? Ouais, 2013. Et je te parlais de Creative Cloud, de l'arrivée de SpeedGrade. Je me souviens très bien. Qui est SpeedGrade, qui a été complètement absorbé. Voilà, c'est bien, c'est le mot juste, absorbé dans Premiere Pro. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire récupérer la technologie et dédier cette technologie aux monteurs et laisser la place à ceux qui savent faire sur le domaine de l'étalonnage dédié. Alors quel est ton rôle aujourd'hui chez Adobe? Eh bien moi, sans faire un titre pompeux, je m'occupe des relations stratégiques au niveau Europe sur le marché de la vidéo. Donc principalement avec les entreprises, avec les professionnels. Donc après la notion professionnelle, effectivement, on associe souvent l'entreprise, mais ça peut être également travailler avec des individus, des influenceurs qui nous permettent de faire évoluer notre produit, de pouvoir répondre aux enjeux qui sont ceux de la vidéo, mais aussi aux ceux des entreprises qui ont des enjeux autour de la vidéo croissants. Donc voilà, moi c'est mon travail, et de travailler avec les équipes produits pour justement ramener des retours utilisateurs, ramener des cas d'usage de manière à valider la feuille de route qu'est la nôtre sur le développement de nouvelles fonctionnalités, de manière à rester toujours au contact des besoins, mais aussi après, effectivement, on ajoute une part d'innovation à tout ça. Alors quelques jours avant l'ouverture du salon, vous avez annoncé pas mal de nouveautés, évolution de la suite complète dans plein de logiciels. Tu peux nous faire un petit résumé? Alors petit résumé, pour être précis, et ça c'est ta communauté, je pense, est très sensible à ça. On s'est concentré du fait des retours utilisateurs sur un thème très simple, performance et stabilité. Performance parce qu'aujourd'hui, nos utilisateurs, les utilisateurs qui font de la vidéo, doivent travailler de plus en plus vite. Donc il était nécessaire d'améliorer les performances à la fois en termes de calcul. Donc on a apporté des améliorations sur tout ce qui est rendu H264, HEVC pour simplifier, pour fluidifier la lecture dans Premiere Pro, mais également aussi sur des tâches. La performance, on peut la gagner en productivité si on arrive à supprimer des tâches que l'utilisateur fait tous les jours. Et une fonctionnalité qui illustre très bien ça, c'est dans After Effects la fonctionnalité Content Aware Fill, que certains d'entre vous connaissent à travers Photoshop, qu'on avait présenté il y a 2 ans à Adobe Max en sneak peek, donc en avant-première en version labo. Et du fait du retour des utilisateurs à dire voilà, ça nous aiderait énormément à avoir cette fonctionnalité qui n'a pas forcément un intérêt créatif, on a intégré un process qui permet d'automatiser ça avec une couche d'intelligence artificielle, qui est un processus Adobe Sensei qu'on appelle Adobe Sensei chez Adobe, qui permet tout simplement de faire de l'analyse dans l'image de manière à remplacer un objet et de tout simplement le supprimer en faisant une analyse sur le fond. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien reçu parce qu'on a beaucoup de messages très positifs de la communauté. Donc ça, c'est un premier point. Et stabilité, évidemment, c'est un enjeu important de pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités, mais on est aussi conscient qu'il y a eu des versions de Premiere Pro, de leur sortie, qui ont apporté certaines régressions. Et ça, on veut complètement l'éviter parce qu'on a aussi constaté que sur les réseaux sociaux, et j'ai participé à des échanges là-dessus, pour aussi... Avec Adelin. Exactement. Donc pour vraiment signifier aux utilisateurs que
on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait si on n'écoute pas nos utilisateurs. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est pour ça que dès lors que j'ai vu des messages passer, c'est important pour nous de comprendre et d'agir. Et nos équipes aujourd'hui sont focalisées sur ce sujet-là. Et ce n'est pas un sujet qui s'arrête à l'IBC, c'est un sujet qui va encore, au NAB, c'est un sujet qui va aller au-delà. L'IBC au-delà et c'est important que les utilisateurs Premiere Pro aient confiance en Adobe pour garder en tête cela, pas uniquement rajouter des fonctionnalités qui soient jolies ou quoi aux caisses, mais effectivement être là-dessus. Et l'autre point, derrière ça, effectivement, la communauté, on a mis en place il y a 1 an, et ça j'invite vraiment toute la communauté à aller plus souvent sur cette page-là, c'est notre page User Voice que vous avez dans le menu Aide de Premiere. Et ce n'est pas du flanc, vous y accédez et vous allez pouvoir avoir accès à la page évidemment des forums, mais aussi à la liste des fonctionnalités demandées par la communauté et vous pouvez voter. Et depuis qu'on a mis en place cette plateforme, 70 fonctionnalités qui ont été demandées ont été intégrées dans Premiere. Donc ça, c'est quelque chose de très important que nos utilisateurs comprennent, c'est que nos ingénieurs, nos chefs produits interagissent sur cette plateforme. Donc une des fonctionnalités qu'on ne savait pas, un très bon exemple, c'est une fonctionnalité qui est toute simple, hein, c'est dans le programme, dans le moniteur de séquence, on a ajouté les règles et les guides pour pouvoir ajuster son titrage. C'est une fonctionnalité, ça fait 16 ans que les utilisateurs la demandent. On n'était pas capable de savoir quelle est l'importance de cette fonctionnalité-là. Donc on l'a intégré, on a pu le savoir grâce à une simple page avec des votes. Quelle révolution! C'est souvent les idées les plus simples qui sont les meilleures. Hein. Ouais, mais en tout cas, nous, ça nous ravit d'avoir... on est sur une formule d'abonnement. Et effectivement, l'enjeu quand on est sur une formule d'abonnement, c'est de pouvoir démontrer à l'utilisateur qu'on l'écoute, qu'on lui offre des services qui sont en adéquation avec ce qu'il a besoin de faire. Et après, évidemment, il y a une part d'innovation qu'on doit néanmoins nous apporter. On voit que sur le salon, le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet qui devient de plus en plus important. C'est un terme qui est très galvaudé parce que tout le monde le conjugue, je ne sais comment, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, chez Adobe, on a mis en place des briques à travers Creative Cloud depuis 6 ans qui nous permettent d'itérer et d'arriver avec des choses qui sont pertinentes, comme vous le voyez dans Lightroom, la partie analyse faciale, la partie tagging des images. Je ne sais pas si vous êtes attentif à ceux qui utilisent Lightroom. Vous tapez un mot-clé et automatiquement vous avez des photos relatives à ce mot-clé. Et ça, c'est des processus d'IA, donc encore une fois, qui est notre framework Adobe Sensei. Et on accélère sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est en capacité d'accélérer parce que l'enjeu, il est sur cette notion-là, mais aussi à travers des applications qui ne sont plus qu'uniquement sur le poste de travail, qui deviennent mobiles. On souhaite utiliser l'iPad, on souhaite utiliser la tablette, le smartphone. Donc voilà, donc tu vois, je suis toujours très bavard, comme tu le sais. Passionné. Parce que voilà, et je suis effectivement, c'est ce qui me caractérise souvent, c'est je suis passionné. Mais pour moi, ça m'intéresse de voir que mon entreprise est en phase avec avec l'évolution qui est de faire plus. Mais comment faire plus, sachant que les budgets n'ont pas augmenté, les équipes n'augmentent pas. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de trouver des manières intéressantes, agiles. Donc aussi, le mot agile est un terme qu'on entend beaucoup. Mais effectivement, pour comprendre ce qui peut être utile à l'utilisateur, pas remplacer avec des machines la créativité, non. En revanche, faciliter l'accès à du contenu pour pouvoir aller plus vite, rechercher une image avec des mots-clés. Je ne pense pas qu'un utilisateur va nous dire « Ah non, non ». Mais la plupart du temps, on nous dit « J'ai pas le temps de renseigner ». Donc si une machine peut t'aider à le faire... Sur les problématiques qu'on a eues sur les versions précédentes, là, tu parlais de fiabilité de performance, sur la gestion des fichiers 10 bits dans la timeline, tout est OK maintenant? Tout est OK. On a travaillé sur cette version-là, sur certains formats, donc je n'ai pas malheureusement tous les formats en tête, mais effectivement, c'est notre volonté. Et donc, n'hésitez pas à travers soit la plateforme User Voice ou soit à travers ton canal, à communiquer. Je serai attentif au retour utilisateur sur, effectivement, sur votre retour d'expérience par rapport à cette version. On a des très bons retours. On a un programme de pré-release, donc bêta, qui a été évidemment mis en place pour toutes les versions. On a eu un très bon retour. Donc là, à ce stade, on a un retour qui est très positif. Maintenant, j'attire les utilisateurs à bien comprendre effectivement quand est-ce qu'on met à jour et quand est-ce qu'on ne met pas à jour. Souvent, on nous reproche
d'avoir des problèmes. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre autour de Premiere Pro pour pouvoir faire une mise à jour bien cadrée, bien sereine. On a ajouté un nouvel outil qui vous permet, et ça c'est basé sur le retour de l'expérience dont tu faisais référence sur le fait qu'il y avait un problème dans Premiere Pro qui était dû simplement à une mise à jour de pilote CUDA, je crois. Et ben, on a rajouté quelque chose qui est extrêmement innovant, qui est quelque chose qui vous permet de valider votre configuration. Donc dans le menu Aide, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui te permet de vérifier ton driver de carte graphique, ta version de système d'exploitation, mais ça le fait naturellement lorsque tu installes l'application, mais qui te permet si tu appelles le support d'Adobe, déjà on n'a pas le retour bête qui dit est-ce que tu as pensé à la mise à jour. C'est toujours agaçant, mais beaucoup d'utilisateurs n'y pensent pas, ce que je comprends, parce qu'on est pris par l'excitation d'installer la nouvelle version, si on veut les nouveaux produits. Donc voilà. Et sur l'implémentation de l'utilisation du iGPU, par exemple, moi j'ai une config plutôt mobile avec un iGPU quand je rentre au bureau. Bravo mon cher Manu, tu me lances sur ce sujet-là. Donc on a apporté des améliorations sur le support de 2 GPU, donc du dual GPU sur une station de travail, et maintenant le support du iGPU. Donc on a mis à disposition des benchmarks, qui encore une fois un benchmark c'est toujours assez subjectif parce que ça dépend de plein de paramètres. Mais en tout cas, on a vu sur l'accélération graphique dans Premiere des performances significatives. Donc on a communiqué sur notre page, on pourra mettre le lien ici sur la vidéo, pour justement vous orienter vers les tests que nous avons faits et surtout les configurations qu'on supporte. Mais donc ça c'est plutôt positif effectivement pour ceux qui avaient des infrastructures matérielles sur lesquelles on n'était pas capable de tirer parti. Là, aujourd'hui, on a des benchmarks où, sur du rendu, on vous tire au maximum les performances de votre configuration. Et on a apporté également pour les utilisateurs After Effects de l'accélération GPU sur certains effets qui sont très utilisés. Donc, également, je vous invite à lire la liste des effets sur ce lien-là. On va le mettre dans la description. Ouais. Il y a des nouvelles fonctionnalités assez marquantes là, sur Premiere principalement. Alors Premiere, il y a une fonctionnalité qui a été demandée également par beaucoup de nos clients, spécialement dans le film. Donc dans le chutier, maintenant vous avez une nouvelle vue qui a été ajoutée, qu'on appelle la Freeform View, qui vous permet d'avoir une vue complètement personnalisée pour pouvoir traiter vos rushs. Donc on avait la vue en imagette, mais la vue en imagette, elle répondait à une grille régulière. Là, l'idée, c'est d'avoir une table complètement dynamique que vous pouvez organiser vous-même, créer vos propres piles de manière à pouvoir travailler sur une espèce de forme de storyboard qui est très appréciée par des monteurs. Donc ça c'est une fonctionnalité très demandée. Comme j'expliquais, une fonctionnalité toute bête autour des règles et des guides apporte un effet, on a déjà des retours très positifs. Donc il y a également des nouveaux formats qui sont supportés, de nouveaux formats vidéo. Mais effectivement, l'essentiel du travail sur cette version était sur les performances, comme je l'ai précisé, et la stabilité. Donc moins de fonctionnalités, plus de performances, parfois ça fait du sens. Ah mais moi je vote pour, hein. Je suis toujours. C'est vrai qu'il y a eu quand même un moment où il y a eu sur Mac surtout, sur PC, que je pense que les utilisateurs PC étaient plus satisfaits. Moi je me rappelle le dernier projet que j'ai fini sur. Je t'avais envoyé une vidéo je crois. J'avais des trucs sur. Bon, en effet j'étais sur du 4K 10 bits et je comprenais pas. J'avais des ralentissements juste de lecture, des trucs complètement aléatoires. Non, après, sur les cas on teste énormément évidemment l'application. On a des cas, maintenant effectivement il y a toujours des choses, des subtilités. On a un avantage, on est très ouvert, mais l'inconvénient effectivement c'est qu'on demande à nos utilisateurs d'être vigilants aux configurations matérielles. Très souvent ça vient d'un problème de configuration. Les caches qui sont souvent à supprimer, qu'on ne le fait pas automatiquement. Donc c'est des choses comme ça qui parfois, mais donc, encore une fois, quand il est 4 heures du matin, qu'on doit délivrer un projet pour le lendemain, je peux comprendre qu'on n'ait pas toute sa tête et on n'a pas toute sa patience. Mais ça, c'est pour ça que c'est toujours délicat d'aborder ce sujet-là. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que la version 13.1, c'est une version mineure. Donc elle s'ajoute, elle remplace la version 13.0. Donc c'est d'autant plus sensible pour la mettre à jour. C'est-à-dire que si vous étiez sur un projet version 13.0,
finissez votre projet. Même si tout ce que je viens de vous dire là, c'est très positif parce qu'on a amélioré, on a corrigé énormément de problèmes de stabilité. Mais c'est des choses effectivement qu'il faut mieux éviter. Ça, je pense que c'est important de le dire, c'est une règle d'or en post-prod en tous les cas. On ne fait jamais de mise à jour quand on est au milieu d'une prod. Quand on a un truc qui marche... Le nombre de clients qui se trouvent dans cette situation-là. Et après, la version qui va être installée par l'application Creative Cloud sera la version 13.1. Donc c'est pour ça qu'on est... il faut être tout simplement vigilant. Mais encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à interagir soit sur ton canal, et tu sais me joindre. Et voilà, on peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes si besoin, mais en tout cas, on a fait un bon boulot, je pense. Eh ben, merci, Fred. Avec plaisir, à bientôt, à dans 6 ans. Non, on va se revoir, je pense. Ouais. Non, on se revoit, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas fait de vidéo ensemble, mais on se voit quand même régulièrement. Tout à fait. Donc en tout cas, merci pour l'opportunité d'avoir communiqué à travers ton canal. S'il y a des questions, s'il y a des sollicitations pour répondre à des sujets plus vastes que celui-ci qu'on a couvert, qui peut être perçu comme une présentation commerciale d'une mise à jour, mais sur un simple échange sur des meilleures pratiques ou quoi ou qu'est-ce, on est à votre disposition. Voilà, parce qu'on sait que c'est un long chemin, tout ça, ça ne cesse d'évoluer, et l'échange avec l'utilisateur, pour nous, est essentiel. Je pense que de toute façon, les geeks lumineux ne manqueront pas de te contacter ou de solliciter de l'aide. Et je vous y invite vraiment. Voilà, il y a une vraie réactivité avec ces gens-là. Donc bravo pour ça. On essaye. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà, je suis très content de rentrer quand même. C'est chouette ici. J'ai fait des belles rencontres, j'ai fait des belles images. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse quand je sors un petit peu du côté technique de mes vidéos. Je tiens à préciser que j'ai fait une petite découverte, c'est le V-Lave de chez Deity. Voilà, j'avais acheté le A-Lave de chez Apluture à Deity, donc je l'ai expliqué l'année dernière. C'est anciennement la division audio de chez Apluture qui est devenue une marque à part entière. Les deux sociétés sont toujours liées, mais donc Deity fait des micros assez exceptionnels. Le micro cravate que j'utilise actuellement, je trouve qu'il a un super son et c'est un truc qui vaut 50 $. Je sais pas s'il est dispo encore en Europe, mais en tous les cas, je ne tarderai pas à vous mettre un lien si vous voulez l'acheter. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait un câble de 5 mètres. Donc c'est intéressant si tu veux faire croire que tu as du sans fil et que tu as quand même un fil, mais c'est pas toujours idéal dans certains types d'utilisation. Moi j'aurais préféré avoir le choix de prendre un câble un peu plus court. En tous les cas, merci encore d'avoir suivi toutes mes vidéos. Il en reste encore une que je partagerai, non pas demain, mais peut-être après-demain ou dans un jour ou deux, le temps que je me remette de mes émotions de ce voyage, qui va être assez long. Et je vous dis à tout de suite, les geeks lumineux.